Eh bien, merci de m'avoir invitée à cette journée. Je regrette beaucoup de ne pas pouvoir être présente parmi vous. Alors, je vais essayer de remplir la feuille de route que m'a donnée Johanna. C'était en gros constat, menace et espoir. Alors, constat, en fait, je vais m'appuyer sur mon expérience personnelle parce que je trouve qu'elle est assez illustrative des menaces qui pèsent sur les sciences sociales en France aujourd'hui et généraliser à partir de là. Alors, les faits, d'abord. Ça commence le 11 mars dernier. Une copine me signale qu'il y a un billet anonyme qui vient de paraître sur le site de l'Observatoire du décolonialisme, un observatoire que je ne connaissais pas du tout à l'époque. Et le billet anonyme s'appelle Bon point d'écolops. Madame Nona Mayer, élue demain à la présidence de Sciences Po Paris. C'est un mélange pêle-mêle d'accusations où il m'accuse d'avoir introduit le terme d'islamophobie à la Commission nationale consultative des droits de l'homme, de lui avoir donné une caution scientifique, de minimiser l'antisémitisme en France au profit de l'islamophobie et d'introduire des notions douteuses comme la race, le genre et l'intersectionnalité. Un texte au demeurant bourré d'erreurs et qui visait clairement à délégitimer ma candidature, puisqu'à l'époque, j'étais candidate avec deux autres candidats devant le comité de recherche chargé de choisir un remplaçant à Olivier Duhamel à la présidence de la FNSP, et de promouvoir la candidature de Pascal Perrineau, présenté dans le même billet comme un universitaire, lui, du camp républicain, lui, et exclu parce que c'était un mâle blanc de plus de 50 ans, je cite. Depuis, entre-temps, d'autres papiers ont paru sur le site de la CNCDH, mais je retiens le dernier en date, celui de Pascal Perrineau, le 23 mars, qui ouvertement accuse Vincent Tibéry et moi-même d'appartenir à la mouvance islamo-gauchiste, une mouvance pour qui l'islamophobie a remplacé l'antisémitisme, la haine des Juifs est minimisée, nous refusons de voir que ce sont les djihadistes et non pas les néo-nazis qui tuent les Juifs en France. Donc, voilà le type d'attaque auquel on s'expose quand on travaille dans ces domaines sensibles du racisme, de l'antisémitisme et de l'islamophobie. Et mon deuxième point, ça sera au fond la gravité de ces menaces au-delà de mon cas personnel. Parce qu'au-delà de mon cas personnel, elle remet en cause toute personne qui travaille dans ce domaine et qui utilise ces termes. Il disqualifie notre travail. Il disqualifie le travail de mon équipe, de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, 30 ans de travaux sur le racisme, tout cela tournant autour de l'usage du mot islamophobie, interprété de travers, alors que c'est un terme qui est utilisé depuis 1997 en Angleterre, qui s'est généralisé dans les sciences sociales bien avant que le débat s'ouvre en France entre Pierre-André Taguieff et Vincent Gasser sur ces termes. Ça me semble grave à plusieurs égards. D'abord, parce que ça conduit une partie des jeunes chercheurs et chercheuses à s'auto-censurer, à ne pas utiliser ces termes et à ne pas utiliser les autres termes qui sont stigmatisés par cet observatoire, tels que race, racisme systémique, blanchité, privilège blanc. Ça amène aussi à couper la recherche française dans ces domaines de la recherche internationale qui utilise sans aucun complexe le terme d'islamophobie. Il ne s'agit pas d'interdire la critique de l'islamophobie. Il s'agit tout simplement de trouver un terme commode pour désigner les préjugés envers les musulmans et ou l'islam. Et le plus grave peut-être, c'est que la critique part des sommets de l'État. Elle ne part pas, comme le disait un certain nombre de mes collègues au départ, de l'extrême droite, non. Il y a beaucoup de collègues de gauche, elle part de certains de nos collègues, souvent pas dans la même discipline, mais des collègues tout de même. Et elle est légitimée par les plus hauts sommets de l'État, et depuis un certain temps déjà, puisque c'était Manuel Valls qui parlait du culte de l'excuse pour les sciences sociales. C'est Emmanuel Macron qui nous accuse d'ethniciser la question sociale, et c'est Blanquer et Vidal qui parlent d'une université gangrénée par l'islamophobie. Donc, à tous ces égards, ces attaques me dépassent très largement et me semblent assez graves. Alors, comment y réagir? Il me semble qu'il faut y réagir à plusieurs niveaux. Le premier, bien sûr, c'est le plan individuel. Je persiste et signe. Il ne s'agit pas de se laisser intimider. Nous, toute notre équipe, avec Vincent Tibéry, Thomas Zovital
Guy Michelin jusqu'à peu, nous avons continué à utiliser ce terme en le définissant précisément, ce terme d'islamophobie. Nous continuons à travailler comme avant, loin de minimiser l'antisémitisme. Au contraire, nous essayons de montrer comment s'articulent les divers préjugés. Mais c'est la première chose à faire, donc c'est persister. Le deuxième point, c'est répondre. Répondre en avançant des arguments scientifiques, sur le terrain scientifique et non pas polémique, avec des arguments rationnels et de manière civile. C'est ce qu'on appelle la disputatio. C'est-à-dire, c'est ainsi qu'on peut répondre, et c'est ce que j'ai fait dans une tribune au Monde, en laissant 3 mois passer avant de répondre. Troisièmement, il faut dégonfler la baudruche de l'islamo-gauchisme, parce que ce terme n'a plus grand sens aujourd'hui. Quand il est utilisé pour la première fois en France par Pierre-André Taguieff, en tout cas popularisé par lui, parce que le terme est ancien, il vise les cercles pro-palestiniens et les affinités idéologiques qui, autour de la cause palestinienne, peuvent s'établir entre des militants islamistes et des militants d'extrême gauche au nom de la défense du peuple palestinien, de la défense des droits de l'homme, de la lutte anti-impérialiste. Mais depuis, le même Pierre-André Taguieff lui a donné un sens tel que ça devient la confusion totale. Je vous renvoie à son dernier livre, Liaison dangereuse, islamo-nazisme, islamo-gauchisme, chez Herman. Il en a tellement élargi le champ que la mouvance militante devient insaisissable et l'islamo-gauchisme devient un fourre-tout idéologique, je cite, voisine victimisme pro-islamique, décolonialisme, racialisme, intersectionnalité, féminisme misandre, sexiste, utilisant la théorie du genre pour inciter à la haine du mâle blanc hétéro. Bref, une vraie salade à laquelle on ne peut accorder aucune validité scientifique. Cette approche, qui est plus polémique évidemment que scientifique, traduit surtout un profond malaise identitaire face à une société multiculturelle où les femmes, les gays, les minorités ethniques et religieuses cherchent à faire entendre leur voix et où les travaux des sciences sociales montrent, jour après jour, que les inégalités liées au genre et à l'origine se combinent avec celles que découpe la classe, le diplôme et le revenu. Donc, j'aborde l'autre thème qui est ONI, celui d'intersectionnalité, qui est un réflexe normal de sociologue, de croiser les variables explicatives et de voir dans quelle mesure elles se compensent, se cumulent, s'annulent. Une autre manière de réagir, bien sûr, c'est viser le grand public. Et il y a eu plusieurs expériences dans ce domaine. Je pense au travail de François Héran, Immigration en 30 questions, au livre de Éléonore Lépinard et Sarah Mazouz pour l'intersectionnalité, ou celui qu'on est en train de faire qu'on a fait avec Alain Policard, Philippe Corcuff à l'Aube, Les mots qui fâchent aux éditions de l'Aube, dans lesquels on reprend tous ces mots qui fâchent, et on essaie de montrer quel est leur sens réel et pourquoi il faut continuer à s'en servir, quels que soient nos censeurs. Enfin, bien sûr, et je pense que ça sera le but de la troisième partie de cette journée, il faut se mobiliser collectivement. L'autre jour, on avait invité dans notre séminaire de méthode Nathalie Bajos, qui a été attaquée durement pour l'enquête INSERM qu'elle a coordonnée pour la CIAS. Et une inspection de l'INSEE a été commandée pour vérifier la validité de ses travaux. Et elle proposait de créer une académie des chercheurs de bonne foi. On sait à peu près ce qu'il faut essayer de faire. Essayer de faire front, mais il me semble que si une association de nos forces est indispensable, il me semble qu'il est important de coordonner avec les sociétés savantes, les associations disciplinaires existantes, les syndicats, de travailler dans une perspective européenne, voire internationale, et de ne pas se crisper sur le cas français, et de mobiliser nos institutions, les universités, le CNRS, Sciences Po, si on veut que ce travail serve à quelque chose. Mais ça me semble d'autant plus important aujourd'hui que nous ne sommes souvent dans les sciences sociales pas reconnus comme des sciences dignes de ce nom, dans un contexte plus global où il y a une certaine méfiance qui se met en place à l'égard de la science en général. Et j'arrêterai là pour laisser du temps à la discussion. Merci. Non, je te remercie infiniment parce que tu n'as même pas pris tout le temps dont tu aurais pu bénéficier. Alors, ça nous laisse peut-être la possibilité à chaque fois de prendre peut-être une ou deux questions avant de passer la parole à la personne suivante, peut-être pour donner des questions peut-être de précision ou des remarques.
voyez une question là? Bon, ben voilà, vous puis Alexander ensuite. Rapide, comment peut-on être rationnel dans un monde qui est aussi irrationnel? Comment? C'est une question de scientifique pur, mais... Voilà, donc c'est quelqu'un qui est en astrophysique et qui te demande comment on peut être rationnel dans un monde aussi irrationnel. Eh bien, justement, plus le monde est irrationnel et plus on essaie de lui trouver un sens. Mais surtout, cette distinction entre rationalité et irrationalité, il est difficile. Nous, on part de l'hypothèse qu'on cherche à trouver une cause à des phénomènes, que même derrière des propos qui apparaissent incohérents, il y a très souvent un sens. Et au lieu de partir d'un a priori, c'est du rationnel ou de l'irrationnel, on essaie de trouver la part d'irrationnel qu'il y a dans les discours soi-disant rationnels et la part de rationnel qui existe dans des discours de supposés fous. Merci. Il y avait aussi une question d'Alexander. Oui, comment expliquez-vous l'adhésion des collègues sociologues progressistes de gauche aux critiques de l'islamo-gauchisme? Je veux dire, quel est le mécanisme derrière? Est-ce qu'elle a été un peu remise en question dans les mois qui sont passés à partir de la première attaque? Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce qu'un certain nombre de nos collègues marchent dans ces allégations? Oui, est-ce qu'il y a le mouvement, le glissement de la frontière qui s'est réalisé dans les derniers mois? Alors, en fait, c'est compliqué parce que si on regarde, allez vous promener sur le site de l'Observatoire du décolonialisme. Déjà, regardez comment il annonce la couleur. Ce site est un observatoire réuni pour lutter contre la promotion de l'antisémitisme, du sexisme et du racisme par la pseudoscience et pour défendre les principes qui dépendent de l'université, la langue, l'école et la laïcité. Ces gens-là sont drapés dans des grands principes. Autrement dit, il y a des conceptions différentes de ce qu'est la laïcité et de ce qu'est l'universel. Et on voit une gauche qui est divisée autour de conceptions assez différentes de la laïcité, une conception ouverte et une conception crispée et exclusionniste. Donc, déjà, il y a ce clivage qui traverse la gauche et que les mesures récentes qui viennent d'être adoptées, je pense aux lois sur le séparatisme, mais aussi la peur face aux attentats islamistes, tout ça a exacerbé ces clivages. Maintenant, quand on dit « mes collègues », moi, ce qui m'a frappé, c'est que la plupart des gens qui m'attaquent ne sont pas mes collègues, ce sont des universitaires, mais ce sont des linguistes ou des spécialistes du haut Moyen-Âge qui s'arrogent le droit de juger nos travaux sur le racisme, l'antisémitisme et l'islamophobie. Donc déjà, moi, je n'irai pas critiquer les travaux sur le haut Moyen-Âge ou sur la linguistique. Donc déjà, tout dépend de ce qu'on appelle collègues, et ce n'est sans doute pas un hasard si la plupart de ces viennent de collègues non spécialistes de nos disciplines. Mais on est en tout cas dans un climat politique en France aujourd'hui où le camp républicain, comme ils disent, eh bien, il est très clairement coupé en deux et il y a des conceptions fort différentes de ce qu'est la laïcité, de ce que sont les valeurs de la République, la tolérance et l'universalisme. Oui, une toute dernière question de Sylvain Laurent avant qu'on passe la parole à Olivier Beau. Oui, je voulais juste dire à Nana que je me demandais s'il n'y a pas une sociologie à faire aussi de cette position vigilantiste sur un mode académique en utilisant justement les travaux des gens qui ont travaillé sur le vigilantisme. Et il y a une police qui s'ajoute à des modes de régulation déjà existants, faits par des gens qui sont des amateurs, qui viennent perturber le travail de limitation des frontières, déjà fait par des professionnels. Finalement, l'analogie marche assez bien. Et quand tu donnais les disciplines concernées, donc linguistique, Moyen-Âge, etc., c'est pareil, j'avais fait une pratique sociologique de vigilance université. On peut aussi voir des disciplines qui ont été attaquées par les réformes ces dernières années, qui ont eu du mal à se reproduire, et des gens qui ont en termes de capital culturel qui ne trouvent plus forcément de déboucher dans des postes à l'université, de reconduction des positions, notamment dans des universités moyennes, pluridisciplinaires, qui n'ont pas reproduit des postes en études germaniques, en études anciennes, etc. Et donc, il y a aussi je pense, des conditions de possibilité qu'il faudrait analyser en sociologue un peu ces passages-là, des postures de dénonciation de qui vient quand même à l'université alors que même n'arrive pas forcément à y placer leurs doctorants ou y placer et récupérer des postes. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à faire aussi une sociologie de cette espèce de ressentiment, en fait, très spécifique ces dernières années, et en y introduisant aussi une sociologie
Absolument. Nos armes, c'est la sociologie. Nos armes, c'est de continuer, quelles que soient les invectives et les polémiques, à continuer à faire notre boulot, c'est-à-dire à faire de la sociologie, à regarder qui sont ces gens-là, pourquoi, comment, dans quelles universités. Absolument d'accord. C'est pas ça qui va nous empêcher de travailler. Mais c'est plus difficile quand on est jeune et qu'on rentre dans la carrière. C'est-à-dire, moi, je m'en fous. À mon âge, c'est fini. Je peux continuer à faire ce qui me plaît. Mais ce n'est pas toujours facile. Il y a des effets d'intimidation, de délégitimation, de disqualification qu'il faut surveiller. Mais tout à fait d'accord, pour faire une sociologie, et il y a plein de travaux sur le vigilantisme, et c'est effectivement dans cette direction que ça m'intéresserait d'aller. Je laisse reposer un peu. C'est encore tout frais, ça a laissé 1 an, j'ai un superbe dossier, et après, je mettrai un certain plaisir à faire la sociologie de ces agresseurs.